n'est-ce pas justement une mission impossible de convaincre un auditeur, un lecteur, un interlocuteur moyen qu'il n'y a pas moi et qu'il n'y a pas les autres, que tout ceci est une hallucination? C'est effectivement une mission impossible. Je m'en suis rendu compte. Donc c'est bien de me le rappeler. Mais voilà, il se passe ce qui se passe quand même qu'il y a... je ne suis pas le seul à en parler. Sinon, Ouais. effectivement, j'aurais une chance de me retrouver dans un asile psychiatrique et d'être soigné pour cette maladie qui serait très rare. En fait, la maladie est tellement pas rare sur cette planète Terre qu'il y a suffisamment de monde qui peuvent échanger. D'une certaine manière, c'est assez rassurant d'imaginer que ça se propage, c'est une maladie qui se propage. Et j'imagine non seulement les personnes que j'ai rencontrées en tant qu'auteur, ou des gens qui ont des groupes de recherche, d'études, ou des gens tout simplement qui n'en parlent pas. On parle de certainement plusieurs milliers de personnes, ou peut-être dizaines de milliers de personnes, qui sont vraiment très actifs et qui ne sont pas là pour propager la bonne nouvelle, et qui sont juste là pour témoigner. Tu parles de gens ordinaires en De fait, gens totalement ordinaires, qui bien n'ont sûr. pas besoin de vivre dans des grottes, dans les Himalayas. Et j'imagine que c'est aussi en fait je dirais une idée erronée d'imaginer que c'est dans des endroits très spéciaux que cette Mhm. reconnaissance se produit. Parce que c'est, par expérience, par les gens que j'ai pu rencontrer, c'est totalement euh, sans relation avec réellement une tradition spirituelle, une tradition religieuse. Et qu'il y a des fois un peu plus de possibilités. La tradition religieuse spirituelle va permettre de faire en sorte que cette reconnaissance soit validée. Par contre, si c'est hors de toute tradition, comme c'est arrivé à différentes personnes, il y a une personne qui s'appelle Suzanne Segal qui n'avait pas énormément de tradition spirituelle, faisait un peu de yoga et à un moment donné, ce sens de séparation avait complètement disparu en montant dans le bus, tout simplement, à Paris d'ailleurs, entre deux stations. Et puis, elle a passé les 10 années de sa vie suivante à voir tous les psychiatres qu'elle pouvait voir et les guérisseurs, parce qu'elle voulait absolument, elle était paniquée, elle voulait absolument faire quelque chose pour, malgré toute cette paix, cette relaxation que ça amenait, elle voulait faire quelque chose pour être de nouveau normale. Et un jour, elle a rencontré un maître non-duel et qui lui a expliqué, mais il lui a dit non, non, tout va bien. Et à partir de là, bon, elle a pu effectivement avoir une vie de nouveau normale, quoi, en fait. Tu parlais de maladie, mais quand on parle de dépersonnalisation, est-ce qu'on peut dire que euh, Didier est dépersonnalisé? Alors, bon, c'est une maladie reconnue. On va sur Wikipédia, on voit exactement la description dont je parle. Et c'est effectivement, j'imagine que c'est une maladie qui peut être, dans la mesure où elle n'est pas accompagnée, elle n'est pas expliquée, elle n'est pas réellement remise dans un contexte, elle peut amener énormément de panique et de peur de possibilités de dépression, pourquoi pas. Et donc voilà, si un livre comme ça sort, c'est peut-être pour les quelques personnes qui vont avoir une réponse par rapport à ce qui leur arrive. Et j'ai des exemples de personnes qui m'ont appelé et qui m'ont dit, je suis tombé par hasard sur ton contact, parce qu'il m'est arrivé ça, et c'était des personnes qui étaient dans une panique totale, qui auraient pu effectivement lire Wikipédia et dire, moi je suis très 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 malade. Et grâce à cette rencontre, j'ai eu des dialogues avec eux, leur vie d'une certaine manière a changé d'une panique totale à une possibilité de vie de nouveau normale et bien au-delà de la normale aussi, quoi. Mhm. Tu envisages ce retour au paradis perdu comme un non-événement? Mhm. Est-ce que tu sous-entends par là que rien ne se passe ni dans le temps, ni dans l'espace? Exactement. Ça, c'est toutes des questions qui font partie de cette exploration et qui sont, à mon avis, centrales et très importantes. Et parce que de démarrer sur le mauvais cheval, c'est-à-dire de dire moi, Didier, veux aller à la recherche, à la conquête de cette montagne, de cet absolu tout en haut, à la cime, c'est partir avec exactement tout ce qu'il faut pour n'avoir pas la possibilité d'avoir accès, quoi, en fait. Donc la question est de savoir les motivations, de comprendre les motivations et de comprendre que les motivations
ne peuvent être que de l'ordre de la recherche de la réalité, de la vérité, une vérité plus transparente, plus évidente que ce qu'on vit en permanence, et non pas de l'intérêt personnel, et non pas de dire je veux acquérir ceci, je veux acquérir cela. À partir du moment donné où il y a un intérêt personnel, il y a immédiatement un recentrage, une possibilité de tourner en rond, parce qu'au final, c'est le voleur qui va attraper, non, c'est le policier qui va attraper le voleur et qui est le voleur en même temps, et donc c'est sans fin, ça ne peut pas avoir de résolution. Et donc après, ce sont des descriptions, j'ai différentes techniques, et ça c'est intéressant, qui peuvent permettre de, je dirais, laisser cet acteur, cet auteur de l'action, ce chercheur, qui est lui-même l'obstacle d'une certaine manière, le laisser un petit peu de côté, un peu gentiment, comme on prendrait quelqu'un qui est un peu embêtant dans une réunion et qui parle tout le temps, lui dire écoute, tiens mon talent, je vais te donner un thé, un petit café, prends des biscuits, mange un petit peu pendant qu'on discute. Et de le laisser de côté à boire son café, ses biscuits, est une possibilité pour arriver à une exploration qui n'inclut pas cette partie-là et qui permet de redécouvrir un angle qui serait impersonnel.